Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Cette émission vous est présentée par Nutrazur, laboratoire spécialisé dans les huiles essentielles par voie orale. Comment ça va? Doc Bruno parle de votre santé sur Radio Grand Lac. Eh bien, chères auditrices et auditeurs, bonjour. Bienvenue sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Aujourd'hui, nous allons parler des urgences. Comment ne pas les encombrer inutilement? Que faire avant d'aller aux urgences, déjà fortement surchargées? Alors pour cette émission, je reçois mon ami le docteur Patrick Gomez-Arrosa, qui est urgentiste au Chalet. Bonjour Patrick. Salut Bruno. Alors ça me fait très plaisir que tu sois là parce que tu sors de garde d'une garde de 24 heures et tu nous fais la joie d'être là malgré la fatigue des urgences. Oui. Effectivement, j'étais de garde de 24 heures pour le SMUR et les urgences. Et ça va. Bon, on récupérera plus tard. Oui, sois prudent. Alors, les urgences, quelques chiffres d'abord pour un petit peu sensibiliser nos auditeurs aux urgences. Alors, en 1996... nous avions 10 millions de passages aux urgences par an et les derniers chiffres que j'ai trouvés en 2022, 22 millions. C'est-à-dire que c'est plus de fois 2. Comment on peut expliquer cette augmentation colossale? Alors, je pense que la première cause, c'est le manque de médecins généralistes. En gros, depuis plusieurs années, nos gouvernements successifs ont tué la médecine générale. Et vous pouvez vous rendre compte, trouver un médecin généraliste en France, c'est devenu très compliqué. Sur le secteur où j'exerce, sur Annemasse, c'est quasiment impossible pour un nouveau patient de trouver un généraliste, même avec Doctolib. Alors malheureusement, ces patients qui ont besoin de recours se tournent très régulièrement sur les urgences. Et un autre phénomène aussi, c'est qu'il fut un temps, il y a 10 ans en arrière, les médecins généralistes, comme ils étaient assez nombreux, pouvaient assurer des gardes. Et vous pouvez appeler votre généraliste ou un service de garde la nuit assez facilement. Maintenant, c'est devenu très compliqué. Et les urgences sont devenues le recours pour tout type de patient. On a un problème, on va aux urgences. On a de la fièvre, on va aux urgences. Ça, c'est devenu le cabinet médical permanent, quoi. Malheureusement, ça pose un gros problème. C'est-à-dire qu'au milieu de ce flux incessant, il faut savoir détecter l'urgence vitale. Le patient pour lequel il ne faut pas passer à côté et pour lequel notre intervention, qui justifie vraiment le service d'urgence, va lui sauver la vie. Oui, il y a effectivement, dis-moi si je me trompe et si j'ai tout oublié, mais il y a des graduations dans les urgences et c'est ce qui permet d'évaluer l'urgence vitale. Quelles sont les différentes graduations qu'on a et qui a le temps de faire cette évaluation? En fait, tous les patients qui passent par l'accueil sont évalués par une infirmière d'accueil. Et elle va faire ce qu'on appelle un tri. Et il y aura une cotation qui va être en gros de 1 à 6, de façon à connaître un peu le degré d'urgence. Cotation 1 à 2, ce sont des patients qu'on mettra en salle de déchocage, en salle d'accueil des urgences vitales, ce qu'on appelle la SAUV, et qui seront pris en charge immédiatement. Les cotations 5 et 6, c'est de la consultation différée. C'est des patients qui viennent pour des motifs qui n'auraient pas lieu de venir aux urgences. Aux urgences. Par exemple, très régulièrement, on reçoit des gens parce que leur arrêt de travail finit. Mais est-ce que c'est vraiment notre rôle de faire une prolongation de l'arrêt de travail? Surtout quand ces personnes arrivent à 2 heures du matin. C'est trop fréquent. Un autre sujet, tu parlais tout à l'heure que les gouvernements successifs n'ont rien fait pour que la médecine générale se développe, bien au contraire, puisque je me souviens il y a quelques années, je sais plus qui était au gouvernement, mais avait même proposé que ce soit les vétérinaires dans les campagnes qui prennent les gardes. Oui, donc, c'est vrai, c'était assez folklorique comme idée. Et une méconnaissance totale de ce qu'est la médecine. Oui, parce que j'imagine quelqu'un qui est malade, le vétérinaire, un adulte, lui met la main sur le nez pour voir si c'est froid, humide, et puis lui met... Est-ce qu'il a la truffe chaude? Voilà.
Donc, fort heureusement, ça s'est pas fait. Mais le gouvernement a aussi, les gouvernements successifs, réduit le nombre de lits, ce qui n'aide pas non plus à désencombrer les urgences. Un chiffre aussi qui m'a interpellé, c'est que en France, il n'y a que 4400 urgentistes. C'est le problème depuis des années. On ne forme pas assez de médecins en France. Même si on commence à augmenter le nombre d'entrées en première année de médecine, il faut savoir que malheureusement, il faut plus de 10 ans pour fabriquer un urgentiste. Un médecin généraliste, maintenant, c'est un bac plus 9. Un urgentiste, c'est un bac plus 11, plus 12. Et puis pour les garder encore un peu plus longtemps, on leur a mis une année supplémentaire, ce qu'on appelle docteur junior, où il faut qu'ils soient encadrés par des seniors. Donc on les laisse pas forcément en autonomie rapidement. Je sais pas si tu te souviens, quand on était interne, on était lâché dans le grand bain tout de suite. Oui, c'était un peu débrouille-toi et puis tu fais au mieux et ça le fera, quoi. Voilà, c'était quand même assez formateur et par contre on vidait assez souvent nos surrénales, c'était du stress. Oui, et moi j'avais souvent la diarrhée. Voilà. Ce qui était, moi, le stress se manifestait comme ça avec des diarrhées fulgurantes qui arrivaient jamais au bon moment du reste. Toujours comme ça. Et voilà, mais ça fait des années, ça permet d'avoir des anecdotes. Mais c'est vrai que le président actuel, je me souviens un jour, il avait dit, dans 6 mois, je vous envoie X spécialistes. À croire que on répond à un questionnaire sur Internet et au bout de 6 mois, tu étais médecin urgentiste. Malheureusement, ça marche pas comme ça. On n'a pas la ressource. En plus, dans notre région, on a la Suisse qui est à proximité et ils nous pompent beaucoup de nos médecins qu'on a formés. Alors, c'est vrai que nous, on fait venir des médecins à diplôme étranger qui sont très souvent insuffisants. On dit oui, ils n'arrivent pas à être intégrés comme praticiens, mais on leur demande les mêmes examens qu'on fait faire à nos propres internes. Et ils ont du mal, bien souvent, et pas seulement par la barrière de la langue, parce que on a une exigence de formation en France qui est très poussée par rapport à certains pays de l'Est ou certains pays d'Afrique. Alors, je suis pas sûr que la solution, ça soit d'externaliser notre formation dans d'autres pays, beaucoup moins dotés, et en même temps, après, leur piquer leurs ressources pour pouvoir assurer nos gardes. Oui, ça c'est pas forcément la solution. Et dans les aberrations, je me souviens, il y a 4-5 ans, c'était la ville d'Orléans qui avait proposé, qui avait trouvé une formation de médecin 100% en e-learning. Et la mairie d'Orléans avait proposé de financer, alors je sais plus quel pays de l'Est proposait une formation de médecin uniquement en e-learning, c'est-à-dire que les patients, on oublie, on touche plus, on n'examine plus. Alors je sais pas où en était ce projet, mais c'était quand même assez dangereux parce que à un moment donné, les patients, ce sont des humains, sont des vrais humains, et il faut les voir. C'est la limite de la médecine des protocoles. J'encadre mes internes, je leur dis souvent, mais va t'asseoir à côté du patient, discute avec le patient. Le reste, on s'en fout. Discute avec le patient, examine-le, prends le temps. Écoute le patient, c'est 50% du diagnostic. Ouais. Et le fait de toucher, de l'examiner, c'est une autre grande part, quoi. Et tout ce qui est le non-verbal. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été compliqué pendant la période du Covid, c'est-à-dire qu'on a tous mis des masques et on perd quelque chose qui est fondamental, c'est la communication non-verbale entre le patient et le médecin. Parce que tout est là. Oui, il y a plein de choses qui passent, et moi j'ai souvenir d'une jeune patiente quand j'étais en libéral, une adolescente, sur le non-verbal, je détectais quelque chose qui tournait pas rond, et puis elle me disait non, et au bout d'un long moment, elle a quand même lâché qu'elle est abusée par son père, toi. Et si j'avais pas pris le temps de discuter, de prendre le temps avec elle, je serais passé à côté. Et ça n'existe pas en e-learning. Non, et ça, on l'apprend pas en e-learning forcément, quoi. En fait, les anciens disent que la médecine n'est pas une science, c'est un art. Et je pense qu'effectivement, à mon âge, j'ai bientôt 57 ans, et je pense qu'effectivement, la médecine est un art, c'est un art de
de communication avec un patient. Alors bien sûr, il faut quand même de solides bases scientifiques, il faut quand même avoir bien étudié et savoir bien appliquer ce qu'on a appris. Mais voilà, au risque de se faire traiter d'artiste, je pense que c'est pas une science exacte et chaque patient est différent et ça demande beaucoup de temps. Oui, et d'ailleurs, Hippocrate disait de prendre le temps, de chercher la cause de la cause, etc. Rien que le serment d'Hippocrate nous rappelle que chaque patient est unique et chaque situation est unique. Et même si les gestes techniques peuvent, dans l'urgence notamment, parce que c'est le thème de notre émission aujourd'hui, il y a effectivement la communication qui est importante. Et c'est ce qui pose le problème. Nos jeunes internes, on leur demande beaucoup. Et par exemple, moi j'aime bien, tu sais, j'étais comme toi médecin généraliste, j'ai eu un cabinet pendant près de 15 ans au fin fond du Mercantour dans le Haut-Pays niçois. Et j'aime bien demander aux jeunes internes, alors qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grand? Avec beaucoup d'ironie bien sûr. Et là il me dit, je vais être médecin de famille. Je lui dis, le plus beau métier du monde. Complètement. Et je leur dis, mais combien tu veux gagner? Parce que c'est important, il faut bien vivre. Ils me font, je sais pas. Je dis, si je te propose 30 € net de l'heure après toutes les charges et impôts, ça serait correct. Ce qui est pas énorme, tu en conviendras. Et ils me font, bah ouais, ça serait bien. Et bien là, je leur dis, bah, il va falloir que tu voyes 6 patients à l'heure. Et puis, ils réfléchissent, mais ça fait un toutes les 10 minutes. Eh ben, tu as compris le problème économique. Oui. Et oui, en France, on sous-paye les médecins, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça qu'ils vont en Suisse ou partent dans d'autres pays. Beaucoup de médecins s'exilent dans d'autres pays plus favorables. Voilà, parce que tu disais toi-même bac plus 10, plus 12, pour un salaire qui est inférieur à une profession, un artisan, par exemple, plombier, qui lui va prendre 150 € de l'heure. Oui. Alors, je dénigre pas, parce qu'il nous faut aussi des artisans, mais le gouvernement a quand même un sujet là-dessus à revoir, non? Il nous faut les médecins actuels, les médecins généralistes ont bac plus 9. Et quand on voit que en Allemagne, en Autriche ou dans d'autres pays alémaniques, ils sont pas docteurs en médecine, mais ce sont ce qu'on appelle des Arts, c'est-à-dire des bac plus 6 et qui ont des revenus 3 fois supérieurs. Ah oui. À un moment, on a la médecine qu'on mérite. C'est ça. Non. Alors revenons un peu sur les urgences. Quelques chiffres à nouveau. 20% des passages aux urgences seraient de véritables urgences et 75% consultent aux urgences plutôt la nuit, avec 10% après minuit. Peut-être que c'est quoi là pourquoi est-ce que tu confirmes plus pro ou peu ces chiffres ou Ça me semble très plausible. Il faut savoir que le médecin, comme les urgences aussi, sont devenus pour beaucoup un produit de consommation. Donc je vois des gens qui viennent consulter hier encore, voilà, à 20h, parce que le gamin a des ongles incarnés depuis 1 mois. Et je lui fais, pourquoi maintenant? Je lui dis, on a passé 20h, nous sommes plus que 3 médecins dans les urgences. Ah mais j'ai pas le temps, je travaille. Bien évidemment, aux urgences, vous faites rien. Oui. Et je leur dis, mais vous pensez vraiment que le chirurgien qui est rentré chez lui va se déplacer pour vous opérer là, maintenant, tout de suite? Alors c'est compliqué parce qu'on a plus l'interne de chirurgie correspondant, il n'y a plus de secrétaire pour organiser. Parce que la journée, je veux bien, à la rigueur, si vraiment ils sont emmerdés, la journée, ils viennent à 8h, 9h, on organise tout ça sans urgence absolue, c'est-à-dire à distance dans la semaine, une prise en charge. Oui, et sans compter qu'il y a les consultations externes qu'est-ce qu'ils attendent chirurgie, de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire à 20h? Couper le pied à la tronçonneuse. Oh, pauvre gosse. Ça fait de la peine pour le jeune. Mais bon. Donc, c'est ça. Oui, et tu me racontais le mois dernier, ou quand on s'était vu, tu me disais aussi un monsieur qui était venu dans la nuit pour une douleur paupière ou œil, qu'il avait aussi depuis 3 semaines, 1 mois. Et que... Oui, c'est ça. Donc, il y avait une douleur, en fait, une conjonctivite qui traînait, une conjonctivite atopique, donc de type allergique, et qui traînait depuis 1 mois. Et puis, à 11h du soir, mais
que voulez-vous que je fasse? Alors que on a des consultations ophtalmo qui peuvent recevoir les urgences entre 9h et 16h tous les jours de la semaine. Oui, mais le film n'était pas fini avant, toi. Il y avait le film du soir, quoi. Et tu vois, c'est ça toute la difficulté. C'est que, effectivement, tu dis à peu près 20% qui relèvent de l'urgence. Beaucoup moins sur de l'urgence vitale. Parce que il faut arriver, des fois on reçoit des jeunes, mal dans la poitrine, bon. Mais là-dessus, donc à tous, ils sont un électro, dans ce cas-là. Mais il va y avoir le cas particulier auquel il faut pas passer. Et c'est toute la difficulté, c'est que dans ces urgences, il y a le cas urgence vitale où il faut pas passer à côté. Et on est noyé sur ce qu'on appelle de l'urgence ressentie ou du produit de consommation. Ce que moi j'appellerais le produit de consommation de la bobologie, où les gens, comme tu dis, considèrent qu'avec la carte vitale, les urgences, c'est un service, c'est un dû, et on le voit bien avec également l'augmentation des agressions dans les services d'urgence, des choses qui se voyaient pas ou très rarement avec plutôt des patients psychotiques il y a 20 ans ou 25 ans. Alors que là, les gens sont beaucoup plus vite agressifs. On a même fait les frais, toi, il y a un an de ça. L'année dernière, effectivement, tout le service a été agressé par un patient psychotique qui faisait à peu près 1m85, 120 kilos, et que les services d'hospitalisation psychiatrique n'ont pas pu prendre en charge parce qu'ils tournent à mi-régime, et il n'y a pas assez de lits de psychiatrie en France. Donc à un moment, les psychiatres avaient décidé qu'il n'avait pas besoin d'être contentionné. Il a commencé à tarter des infirmières, des collègues. Et malheureusement, il a fallu que je le couche. J'ai donné de ma personne le plus vieux du service, mais je me rappelle pas avoir été un jour aussi violent. C'était, en gros, dans ma tête, c'était ou mourir ou le coucher. Oui, c'est un réflexe de survie. J'étais en mode survie. Voilà. Alors ça va que, comme les auditeurs voient pas, je suis quand même un beau bébé qui a fait du rugby, qui fait 1m82 et une centaine de kilos. Alors oui, là, les auditeurs et auditrices, vous voyez pas Patrick, mais il vaut mieux être ami avec lui, parce que je regarde la taille de ses doigts. Un doigt, ça doit faire la taille de ma main. Donc une bonne tarte, là, on compte ses dents après. Mais je suis gentil. Mais si tu es extrêmement gentil. J'ai un adorable. Voilà. Mais tu parlais tu disais qu'en psychiatrie, il manque de lits. Combien de lits ont été fermés ces dernières années avec le gouvernement? Parce que c'est aussi un problème où quand un patient arrive aux urgences, de trouver une place dans un service pour désencombrer les urgences et que la personne, d'une manière, ne reste pas dans les couloirs des heures, voire des jours, dans des situations indignes. Alors ça, c'est un vrai problème, c'est qu'on n'a plus assez de services d'aval. Il me semble que pendant la période Covid, il y a 17 000 lits qui ont été fermés en France globalement en court séjour, c'est-à-dire en les HTCD, ce qu'on appelait les HTCD. Alors non, pas les HTCD, c'est les lits d'aval en service. On a toujours des UHCD, nous on se bat pour la maintenir avec 9 lits, mais on met surtout des patients qui sont là pour des hospitalisations de 48 heures maximum. Le problème, c'est que quand vous avez des personnes âgées dans le couloir, et on arrive des fois à 25-30 patients qui passent la nuit sur des brancards les uns sur les autres dans le couloir, c'est indigne. Oui, moi, je trouve que c'est maltraitant pour le patient, c'est maltraitant pour les familles, mais c'est maltraitant pour tous les soignants. Parce que quand on en est à être obligé de faire ça, de garder des patients sur des brancards avec... il n'y a plus aucune intimité, et que... Je veux dire, c'est d'une indignité absolue. Et ça, c'est dans tous les services de France. Tous les services d'urgence de France, on a ce qu'on appelle des lits-portes. C'est un brancard dans un couloir, au milieu de tout le monde. Et les gens attendent de pouvoir avoir un lit d'aval, d'être pris en charge. C'est indigne. C'est la plus grande souffrance, je pense, pour nous. Il est vrai que pour un médecin, c'est une chance. Le but du médecin étant de soigner et d'aider les personnes. Et on imagine aisément que quand on voit surtout des populations âgées qui sont abandonnées comme ça, livrées à eux-mêmes, c'est quelque chose de difficile.
Alors, on reviendra tout à l'heure. Je lisais aussi un autre chiffre et puis on fera la pause musicale. 60% des personnes préfèrent aller aux urgences plutôt que de chercher un cabinet, y compris ceux qui ont un médecin traitant. Oui. Alors, d'abord, beaucoup pensent qu'on fera tout de suite. Alors que, par exemple, chez nous, on a de plus en plus des difficultés à avoir de l'échographie en urgence. Donc, ils ont une ordonnance d'écho. Ah, je dois faire une écho. Ben non, en plus, c'est un écho Doppler veineux. On peut faire que vers l'angiologue. L'angiologue est débordé. Voilà. Donc ça, c'est une première dimension. Beaucoup de gens pensent, bon, j'aurai tout de suite. J'aurai pas m'emmerder à courir au laboratoire, à aller au service d'imagerie locale. C'est ça, il va faire son marché. Chez le médecin. Donc là, j'aurai tout de suite. Donc nous, on part d'une politique maintenant aux urgences. On dit clairement, s'il n'y a pas d'indication à faire en urgence, on fait pas, ça sera en externe. Ben oui, il y a des labos en externe. Parce qu'on peut pas. On peut pas. Le scanner, par exemple, il tourne toute la journée. Le scanner, il n'y a pas un moment où il ne tourne pas. Oui. Et là-dessus, on rajoute les urgences, les AVP. Oui, mais justement, hein, et puis même quand il ne tourne que pour les urgences, il tourne en permanence. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient parce qu'il a une sciatique depuis une semaine et qui vient, j'aimerais un scanner. Non, il n'y a pas d'indication à le faire en urgence. Voilà, sauf si c'était une sciatique, ce qu'on appelle paralysante. S'il y a une paralysie, c'est même plus un scanner, c'est une IRM. Mais on l'a pas H24 parce qu'on n'a pas assez de manipulateurs formés. Oui, et puis ce type de sciatique n'est pas la majorité des sciatiques qu'on rencontre. Non, c'est seulement 1%, et encore même pas, qui nécessiterait une chirurgie en urgence. Donc ça, c'est un exemple. C'est assez classique. Et puis, il y a une dimension économique. C'est vrai que dans les difficultés économiques que peuvent avoir les usagers de l'hôpital à l'heure actuelle, ne pas avoir à faire l'avance des frais, c'est confortable. Voilà. Mais malheureusement, ils s'exposent. Il faut savoir qu'il y a une loi qui est passée, c'est que tout patient qui passe aux urgences, s'il n'est pas hospitalisé derrière, il va avoir une grosse franchise. Donc c'est un peu pervers comme système. Mais est-ce que les patients le savent, ça, ou est-ce que je suis pas sûr. Oui. Je suis pas sûr. Parce que les patients, c'est pareil dans le fait de pas payer. J'entendais assez régulièrement, alors je pense que c'est toujours d'actualité, ils m'ont pas donné les médicaments. Alors oui, les médicaments, c'est pas l'hôpital de les donner. Oui, l'hôpital, c'est pas la pharmacie, quoi. Non, alors si jamais il faut commencer le traitement tout de suite, on va le dépanner pour la première prise. Et puis après, il y a des pharmacies de garde. Oui, mais il faut y aller. Oui, mais pourtant, elles sont facilement joignables. Il y a un numéro national qui est le 3237. C'est important de le rappeler, le 3237. Joindre une pharmacie, c'est 3237, suivi de votre code postal et de l'heure à laquelle vous voulez vous présenter. Oui, ou sinon c'est d'appeler le commissariat de sa ville qui ont aussi l'information. Exactement, parce que comme il y a quelques agressions qui se produisent maintenant chez les pharmaciens, et notamment sur le secteur de la Basse-Vallée de l'Arve, le 3237 vous renvoie sur le commissariat local. Oui. C'est tout récent. Alors, chers auditeurs et auditrices de Radio Grand Lac, après cette première partie, je vous propose une pause musicale et nous reprendrons tout à l'heure avec, là, on a fait un peu le bilan de l'état des lieux des urgences. Et puis, dans cette deuxième partie, Patrick, tu nous expliqueras les conduites à tenir, quoi faire, pas faire, et puis on se retrouve tout à l'heure. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Nutrazur, laboratoire spécialisé dans les huiles essentielles par voie orale. Comment ça va? Doc Bruno parle de votre santé sur Radio Grand Lac. Alors, bon retour sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Nous allons continuer avec Patrick sur cette deuxième partie où ce qui me semble important, c'est d'abord les réflexes à adopter. Est-ce que si j'ai un chalazion, par exemple, je vais aux urgences? Un petit coucou, Jean-Pierre. Ouais, je vois que ça fait 1 an que ça dure, cette histoire de chalazion. Oui. C'est récurrent. Donc oui, alors c'est pas, on a dressé un constat qui est quand même très sombre de ce qui se passe actuellement. Mais ce qui est important, effectivement, comme tu dis, pour les auditeurs, comment
être pris en charge, comment se prendre en charge, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est pas pertinent de faire. Effectivement, tout ce qui est urgence vitale, surtout s'il y a un courrier de votre médecin traitant parce qu'on suspecte une appendicite, parce que vous suspectez un infarctus, bon bref, si c'est un infarctus, de toute façon, il y aura le SMUR qui viendra, ça ne se discute même pas. Pareil, si vous avez des plaies avec des points à faire, on voit pas comment on peut ne pas les faire. Un traumatisme fracturaire, il faut prendre en charge tout de suite. Ce qui est plus compliqué, c'est les rhinopharyngites, les grippes, surtout chez les jeunes, entre 20 et 30 ans. Et des fois, j'en vois, je dis, mais pourquoi vous venez ? Ah, mais j'ai de la fièvre. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas pris de paracétamol ? Oui, mais j'ai la grippe. Je dis, oui, vous avez 20 ans, vous n'allez pas en mourir. Je lui dis, ce qui arrive là, c'est que vous allez rentrer dans mes urgences et vous allez contaminer toutes les personnes âgées ou autres personnes fragiles qui sont ici présents. Il faut savoir que ça, c'est terrible en plus, parce qu'on a les patients les uns sur les autres, parce qu'on n'a pas de lit d'aval. Donc forcément, il y a une proximité qui une fait très grande proximité. Par exemple, hier, j'ai reçu un patient, il avait plus de globules blancs, plus de plaquettes, plus de globules rouges. On ne veut pas qu'il soit en contact, oui, avec un grippé. Bien, si un grippé, il passe de 20 ans, qui se met à tousser partout et qui en plus déambule parce que ça l'emmerde d'attendre, il peut causer des maladies chez ces patients fragiles, oui, voire le décès, qui risquent d'en mourir, oui. Tout à fait. Hein. Et donc, voilà, ce qui est important, et ça je m'adresse aux auditeurs, effectivement, si vous avez une grippe, une rhinopharyngite, que vous n'avez pas de problème particulier, que vous êtes jeune, en bonne santé habituellement, ne venez pas aux urgences pour avoir une consultation, un arrêt de travail, un traitement à base de paracétamol et peut-être autre chose en plus. Allez consulter directement les médecins de garde. Il y a des médecins qui sont de garde tous les soirs, il y a des organismes, et c'est beaucoup plus pertinent, ça évite la transmission de vos viroses. Je pense qu'effectivement chez les jeunes, mais on est aussi dans une société d'immédiateté, c'est-à-dire que je suis malade, mais dans une heure, il faut que je sois en pleine forme. Je pense qu'il y a aussi ça de la part des nouvelles générations qui ne veulent plus attendre et qui n'acceptent plus d'être malades. Moi, j'ai souvenir quand enfant, quand le médecin de famille venait, eh bien, c'était au lit, un bouillon, et puis ça ira mieux dans 3 jours, quoi. Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut donner le temps au temps. Tout ce qui est maladie virale, ça évolue naturellement vers la guérison. Et généralement, c'est en 3 à 5 jours. Oui, si la personne n'est pas immunodéficiente, il n'y a pas de comorbidité, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc, et c'est pareil, si on suspecte une angine, il n'y a pas besoin d'aller aux urgences. Même les pharmaciens, maintenant, font les streptotests. C'est ce que j'étais pour dire. Si vous avez mal de gorge et que vous ne savez pas si c'est une angine ou si c'est une arête de poisson qui est restée coincée, allez à la pharmacie. C'est aussi quelque chose, pour moi, en France, qui m'a surpris, c'est que les pharmaciens n'ont pas ce rôle d'acteurs de santé, à l'instar par exemple, de notre pays voisin, la Suisse, où les gens ont d'abord le réflexe d'aller voir le pharmacien, qui lui déjà va faire un tri, et puis dire, là, ça justifie pas une consultation médicale. Voilà ce que vous allez prendre, et le pharmacien est rémunéré pour ça. En France, je ne comprends pas pourquoi on ne met pas ça en place. S'il y a des choses qui sont en place, est-ce que c'est une méconnaissance de la part des usagers, ou est-ce que c'est par simplicité ? Par exemple, régulièrement, la journée, on reçoit des personnes pour des femmes pour des cystites simples, non compliquées. Alors oui, il faut traiter. Mais le pharmacien, maintenant, est habilité à faire la bandelette urinaire, prescrire et donner l'antibiotique et envoyer l'antibiogramme. Oui, et là, tout le monde gagne du temps. C'est du temps et de l'argent. Voilà, et surtout, oui. Alors, les infections urinaires, quand elles sont débutantes, ça justifie absolument pas de passer aux urgences. Est-ce qu'il y aurait pas aussi, alors on parlait des pharmaciens, mais peut-être d'avoir le réflexe d'abord d'une téléconsultation. Quel est ton point de vue sur la télémédecine Alors, mon point de vue sur la télémédecine, il y a quand même des limites. La limite, c'est que on n'est pas vraiment avec le patient, et on revient sur le non-verbal.
on peut pas toucher le patient. Ouais. Moi, j'aime bien toucher le patient, j'aime bien ausculter. Voilà, quand j'examine un thorax, je vais tapoter dans le dos pour voir s'il y a un tympanisme, une matité, c'est-à-dire ça va permettre, ça va me donner des renseignements qui sont des fois plus fiables que la radio, ou que la radio va me confirmer. Mais ça, c'est des limites qu'on peut pas faire en téléconsultation. Je donne un exemple. Hier, j'ai reçu un patient à 20h. Il a eu une téléconsultation pour une tumeur cutanée. Donc, la qualité de l'image, elle est pas aussi bonne. Il avait peur que ça soit un mélanome de 4 cm évolutif. Ce patient, je l'ai vu, je l'ai rassuré à 20h. Je fais non, c'est une grosse verrue séborrhéique. Vous avez besoin d'une chirurgie. Le problème, c'est qu'il il s'est présenté assez tard et que j'ai pas pu vraiment lui donner les rendez-vous et organiser. Donc, il sera rappelé dans la journée par les secrétaires pour une prise en charge chirurgicale pour l'enlever. Mais c'est le diagnostic, on l'a posé. Oui, lui, entre-temps, il a dû flipper un peu. Alors, donc, les téléconsultations, c'est bien pour les médecins qui ont fait leur formation en e-learning. Oui. D'ailleurs, je me demande comment une téléconsultation, et j'en ai vu, une téléconsultation où on pose un diagnostic d'angine bactérienne, comment est-ce possible? Voilà, sans streptotest, ça se fait pas encore. Les recommandations sont assez claires là-dessus. Tu mets le doigt dans la bouche, tu poses ton doigt sur la caméra de ton téléphone. Mais ça, on trouvera pas le streptocoque. Voilà, oui, ça reste effectivement compliqué. Pour en revenir aux infections urinaires, je parle bien des infections urinaires non compliquées de la femme enceinte, pas pour l'homme. Oui. Une infection urinaire chez un homme, c'est une prostatite, ça a besoin d'une consultation. Pas forcément en extrême urgence. Oui, mais une consultation rapide. Oui. Et puis... avec un médecin. Et puis pas des cystites qui durent depuis 2 jours où la patiente arrive en disant j'ai mal au dos, quoi. Oui, alors c'est sûr. Une cystite qui se transforme avec de la fièvre et des douleurs dans le dos, non, là il faut consulter un médecin. Oui. Un médecin, voir les urgences. Oui. Mais c'est vrai pour les cystites simples qui sont des brûlures mictionnelles, non compliquées, sans fièvre, chez la femme, les pharmaciens peuvent prendre en charge. Oui. Et elles gagneront beaucoup de temps. Elles gagneront du temps, du coup elles seront améliorées, elles passeront pas des heures aux urgences. Et puis elles passeront la soirée tranquille à la maison avec leur monuril ou des huiles essentielles. Je fais un petit parallèle sur voir les deux, puisque effectivement on pourrait combiner cyste plus et puis un monuril, ce qui n'est pas exactement, c'est pas incompatible, bien au contraire. Pas incompatible. Et ce sont des personnes également qui n'encombreraient pas les urgences pour... Et puis ça leur évite d'attendre, parce que il faut bien savoir, si on fait un tri aux urgences, c'est pas vous allez pas passer aux urgences dans l'ordre d'arrivée. Non. Ah oui, et ça, les patients ont un peu de mal à comprendre. Des fois, il y a des patients, et je vais les voir, quand ils sont eu en tri, je dis, écoutez, vous ne décidez pas l'urgence. Je ne peux pas vous empêcher de vous recevoir, mais vous allez passer après tout le monde. Donc peut-être je vous recevrai dans 6 heures, dans 8 heures, dans 10 heures. Et comment réagissent les gens dans ces cas-là? Alors, certains comprennent. Et nous, on leur donne les numéros des médecins de garde. Le week-end, on donne très facilement le numéro des médecins de garde, parce qu'on a des médecins qui font l'effort de prendre les gardes. Et par contre, ils se plaignent qu'ils n'ont pas assez ils attendent des heures au cabinet avec personne. Oui, et SOS Médecins également. Oui, alors SOS Médecins, c'est pour les grandes villes. Effectivement, sur Annecy, je pense Chambéry, Aix-les-Bains, il doit y avoir SOS Médecins. Sur la vallée de l'Arve, il n'y a pas SOS Médecins. Mais par exemple, à Annemasse, il y a les urgences médicales du Léman qui consultent tous les soirs de 18h à 23h, voire minuit. Et le week-end. Donc, on leur propose. Et puis, ceux-là, ils comprennent. Il y a une partie qui comprennent, puis il y a une partie, non, je reste. Je dis, je suis vraiment désolé, vous allez vraiment attendre. Parce qu'il est clair qu'une petite grippette chez un jeune de 20 ans, il passera pas devant, par exemple, ce que j'ai reçu hier soir, la fracture d'une vertèbre, fracture instable d'une vertèbre cervicale. Mais oui. Tu vois, c'est ça la difficulté. Hier, dans le flux, à 22h, je reçois un accident de la route. Tout simple, une petite sortie de route banale, avec airbag, ceinture. La patiente se plaint même pas du coup. Elle a déjà un collier rigide parce que les pompiers ont très très bien fait les choses. Je fais une radio et sur la radio, j'ai un doute. Et là, je sais pas, coup de pif, coup de nez, je dis,
L'expérience de l'ancien. Peut-être. Je fais le scanner, ça finit à l'IRM et ça finit en neurochirurgie à Annecy. Voilà. Et c'est toute la difficulté du métier aux urgences, c'est que si on est surchargé par un flux incessant de bobologie, le risque, là, ce petit truc-là, on aura réussi à la patiente de finir dans une petite chaise. Mais oui, parce que quand il y a la surcharge... C'est pour ça qu'on bosse aux urgences. Voilà, et c'est le rôle des urgences, parce que, et effectivement, avec la surcharge, la fatigue, à un moment donné, les médecins sont aussi des humains, et il est facile, avec la fatigue, de passer à côté comme tu dis, du petit truc, là, qui est la petite étincelle qui dans ton cerveau a dit, il faut peut-être creuser un petit peu plus. Tu vois, c'est ça, c'est que, de temps en temps, il y a le petit message d'alerte là, tu sens, il y a une alarme. T'as pas des choses, c'est pas vraiment palpable. Mais si t'es surchargé par des choses qui n'ont rien à y faire, tu passes à côté. Ouais. Et là, ça devient catastrophique. Parce que les gens qui ont une petite grippette, une rhinopharyngite virale, tout ça, c'est pas grave, ils vont pas en mourir. Tu vois. Mais par contre, là, le petit truc là, il faut pas passer à côté. Et c'est ça toute la difficulté. Alors, nous, on a un service où on est capable d'absorber jusqu'à 240 passages par jour, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Voilà. On est confortable à 160, 180 passages. C'est-à-dire 160, 180 passages, c'est dense, mais c'est confortable. Ça nous laisse le temps de réfléchir, de prendre du temps avec les patients. À 200, on commence à pas être bien. À 240, 250, là, on y arrive. La tête sous l'eau. On est la tête sous l'eau, et c'est là où c'est le danger. Et parce que c'est ça, nous sommes des humains, c'est une science. La médecine, c'est un art, c'est très humain. Oui. Et comme tout humain, chaque personnel soignant a des capacités physiques, émotionnelles, cognitives, et on peut pas faire plus. Donc les réflexes, si on devait donner des réflexes aux patients, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, d'abord quoi faire? Si on devait faire une checklist avant de débarquer aux urgences, parce que voilà, j'ai 37,8 de fièvre, je me pose pas la question, je prends ma voiture, je vais aux urgences. Je pense que c'est pas la bonne idée. J'en suis intimement convaincu. Si on devait donner un peu une liste déroulante des attitudes à avoir. Alors déjà, effectivement, il y a mais pas tout le monde est capable de le faire, une auto-évaluation. Ok, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, ce que j'ai. Alors on peut demander. Oui, sauf pour les chalazions, parce que là, oui, ça c'est extrêmement grave. Donc, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et la première question, on le fait, est-ce que si je vais aux urgences, j'y vais parce que j'ai pas le temps demain, parce que je travaille, parce que je pourrais pas aller bosser demain, qu'il me faut un arrêt? Déjà, mauvaise réponse. Ensuite, deuxième question, est-ce que je risque quelque chose? Je ne comprends pas ce que j'ai, est-ce que c'est grave, c'est pas grave? J'ai besoin d'un conseil. Pour ça, il y a le numéro 15, le centre 15. Vous avez des généralistes en régulation qui vous répondent, qui vous conseillent, qui vous disent ce qu'il faut faire. Ils vont peut-être vous dire, bon, c'est pas bien grave, vous allez prendre tel médicament, demain vous consulterez. Ils peuvent vous dire, ça relève de la médecine générale, je vous propose un médecin de garde. Et puis ils peuvent vous dire, c'est un peu plus grave, j'ai un petit doute, allez aux urgences. Voilà. Et enfin, par exemple, quelqu'un qui peut appeler le 15, docteur, écoutez, je fume, j'ai 50 ans, je suis un peu stressé, et puis là j'ai un gros poids sur la poitrine, et puis je me sens pas bien. Puis la mâchoire, elle est un peu raide. Et puis... voilà, là on va vous envoyer un SMUR, c'est-à-dire on va déplacer l'hôpital, vous chercher. Donc oui, le rôle du centre 15 est primordial si vous avez un doute. Voilà, donc n'hésitez pas. En journée, n'hésitez pas à demander des conseils à votre pharmacien aussi. Donc ce sont des professionnels de santé. Pour moi, le pharmacien devrait être le premier maillon et effectivement pourrait faire de la régulation et puis orienter en disant voilà, il y a dans la journée voyez votre médecin, allez à la maison médicale ou dans les villes on parlait des SOS médecins, mais déjà et je suis sûr
les 80% qui n'ont pas leur place aux urgences, si on pouvait déjà les réduire de 50%, ça serait déjà énorme. Ça serait confortable. Alors, comme je dis, les urgences, c'est pas pour ne pas crouler sur le travail. Trop de passages, surcharge mentale, on va passer à côté des choses graves. Ça, c'est évident, c'est humain. Et d'autant, pardon, je te coupe, et d'autant on parlait des contaminations croisées, c'est qu'en plus, si vous venez parce que vous avez une tendinite et puis que c'est le bon moment d'aller dire tiens là demain j'ai pas le temps, et puis demain le travail c'est pas très passionnant, je vais aller aux urgences pour un travail. Le risque c'est aussi la personne de ressortir avec une grippe ou alors c'est dans les deux sens. Tendinite, parce que c'est dans les deux sens. Parce que dans la salle d'attente, il y a 50 personnes des fois, avec des gens qui toussent. Alors là aussi, si effectivement vous avez une pathologie qui est chronique, ça fait 1 mois que ça dure, qu'il n'y a pas d'évolution, ça relève pas du service d'urgence. Voilà, et ne prenez pas le risque. Même en journée. Même en journée, et ne prenez pas le risque d'être contaminé par un virus, parce que c'est malheureusement un peu comme ça que les épidémies se développent. Je donne un exemple aussi typique, la lombalgie, le mal de dos, ça ne relève pas de l'urgence. Les gens sont persuadés qu'on va leur faire une radio. Il n'y a aucune indication à faire une imagerie en urgence sur un lumbago. Oui. Si c'est pas traumatique, il n'y en a aucune indication. Oui, et ça c'est important que les gens le sachent, il faut qu'il y ait une indication d'urgence. Donc voilà, là on a tout ce qu'il faut. En gros, si on devait retenir 2 points, c'est une auto-évaluation. Et puis d'appeler le 15 et de réguler avant pour limiter la surcharge. Et puis je profite de cette émission également qui me paraît importante, puisque on parlait des infarctus, c'est les gestes de premier secours, et je crois que ça serait bien que nos auditeurs, nos auditrices se forment aux gestes de premier secours. Alors, de plus en plus en France, alors je sais pas comment ça se passe ici sur le 73, mais je pense que ça doit être superposable au 74, où on forme au premier secours les collégiens. Et ça, c'est déjà une bonne chose, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut leur apprendre les gestes de premier secours. Oui. Et puis après, il existe des formations aux gestes de premier secours. En e-learning ? J'imagine le candidat en train de masser son smartphone. C'est compliqué. Voilà. Bon, mettons un peu d'humour dans cette émission. Mais c'est vrai, apprendre à masser, ça peut tout changer. Parce que des fois, on intervient, même si le régulateur dit aux familles, mais masser la victime, il y en a qui hésitent à le faire. Oui, je lisais une étude, notamment les hommes hésitent à masser les femmes de peur de toucher les seins. Oui. Alors il y a ça, et aussi on a peur de faire mal, donc on masse très légèrement, pas assez, alors qu'il faut vraiment appuyer fort, c'est-à-dire quasiment enfoncer la cage thoracique de plusieurs centimètres. C'est physique, et voilà. Et donc nous après, quand on arrive sur un arrêt cardiaque, ça change beaucoup la donne lorsque le patient a été massé immédiatement. Plus vite on rétablit un peu la circulation en massant, et plus on préserve le cerveau. On préserve le cerveau et les risques après. Parce que même si vous appelez le SAMU, entre le régulateur qui va déclencher assez rapidement, somme toute, le SAMU, il y a le temps de déplacement qui, lui, est incompressible, même si la sirène est toute hurlante. Exactement. Et il y a aussi une chose, il n'y a pas que le massage cardiaque. Là, j'ai ma jeune cousine qui, il y a 2 semaines, son enfant s'est étouffé. Heureusement, elle savait faire une manœuvre de Heimlich. Oui. Donc, alors pour les auditeurs, elle lui a fait tout de suite une manœuvre de Heimlich pour dégager les voies aériennes supérieures. Elle est allée chercher avec les doigts le morceau qui a bloqué. Après, elle a appelé le 15. C'était très très bien, parce que comme elle était toute seule, elle a d'abord fait le geste qu'il fallait. Et ensuite, elle a appelé le 15, qui sont venus. Et puis, ça a été rassurant. Elle a quand même, l'enfant a été transporté aux urgences de Rouen, où elle a pu être prise en charge et a rassuré tout le monde.
Alors pour les personnes qui nous écoutent, Heimlich, c'est une manœuvre qui permet quand vous avez fait ce qu'on appelle une fausse route, c'est-à-dire que vous avez mangé quelque chose et typiquement chez les enfants c'est la cacahuète et chez les adultes c'est le morceau de viande qui a été avalé sans être croqué. La technique d'Heimlich permet de récupérer et de restaurer la respiration, parce que vous imaginez bien que ne pas respirer pendant un long moment, à un moment donné, ça va poser un gros souci. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Patrick. Non, on a de la chance d'avoir des... Oui, quand même. On a de la chance d'avoir dans les urgences des personnels compétents, médicaux ou paramédicaux. On a des infirmières, des aides-soignantes qui sont extrêmement impliquées et dévouées et qui des fois se font traiter comme de la merde par certains patients qui le prennent pour du personnel hôtelier. C'est pas facile, c'est difficile pour elles, on leur demande beaucoup de choses, on demande aussi beaucoup de choses à nous-mêmes. Donc soyez sympas avec les urgences. On fait vraiment le maximum. N'en abusez pas. Et nous serons toujours là pour vous aider si nécessaire. Voilà, sur ces paroles de respect, respectez tous les personnels de santé puisqu'ils sont là pour vous aider. Et donc c'est vrai que c'est inadmissible quand il y a de la violence, qu'elle soit verbale ou physique, envers les personnels soignants, tout comme envers les pompiers. Eh bien, nous allons rendre l'antenne. Et je vous invite à rester connecté sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, pour l'émission suivante, Questions de parents, qui sera suivie de Parents autrement. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec grand plaisir. Radio Grand Lac, votre radio.